Comme c'est juste le marché et que la population généralement ne suit pas les conseils que leur donne, de sécurité qu'on leur donne, se sont positionnés sur près de 100 personnes. C'est à quelques mètres de l'embarcadère de Oussala que la barque a chaviré. Et vous savez, nos pratiques ici, les gens ne font pas la liste de ceux qui embarquent. Donc, on ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais on a pu sauver 64 personnes. Grâce, parce que c'est au bord de la berge, donc les gens qui attendaient l'arrivée de la pirogue, les autochtones qui étaient là-bas, se sont jetés dans l'eau pour sauver 64 personnes. Mais c'était une estimation de dire que c'est 100, peut-être c'est 120, peut-être c'est 80, peut-être c'est 75 personnes, on ne connaît pas exactement. Mais juste là, jusqu'à ce matin, on n'a pu trouver qu'un seul corps. À partir d'ici, le préfet d'EA s'est rendu là-bas. Le directeur départemental de la police y était depuis hier. Les sapeurs-pompiers basés à Kandi, avec la marine qui est béninoise, qui est à Kadimama, se sont déjà rendus sur les lieux. C'est d'ailleurs ces formations qui ont rapatrié les rescapés qui sont majoritairement des Béninois. Et ce matin, très tôt, on a envoyé une équipe de plongeurs, des sapeurs-pompiers spécialisés qui peuvent aller plonger, chercher éventuellement des corps à l'intérieur des eaux. La personne, le corps qu'on a retrouvé, c'est une Nigérienne, elle est d'origine du village Oussala, et mariée à un Béninois sur la rive droite. Voilà le point de la situation à la date d'aujourd'hui. Conformément à la loi, les conducteurs de la pirogue ont été mis aux arrêts pour n'avoir pas suivi les consignes de sécurité qu'on leur prodigue tout le temps. On reste avec le ministre de l'Intérieur, mais sur un tout autre sujet politique, avec le rejet des dossiers de 10 partis politiques après contrôle de conformité à la nouvelle charte des partis politiques en raison des commentaires et rumeurs sur cette actualité. Le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, a rencontré hier la presse nationale. Objectif clarifier la situation. Voici les précisions avec Ricardo Lekpekou et Amitié Sagwidi. Devant les professionnels des médias, Sakalafia apporte des clarifications quant au contrôle de conformité des dossiers de déclaration administrative de constitution des partis politiques à la loi. Au thème des travaux conduits par un comité technique composé des cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 10 dossiers ont été étudiés. Le premier parti a déposé son dossier à pour sigle UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, le 31 octobre, qui a déposé son dossier. Ensuite a suivi le parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, DUD, le 13 décembre. Ensuite a suivi le parti Restaurer l'espoir, le 14 décembre. Le même jour, le parti Union progressiste, le 14 décembre. Le 21 décembre, Union sociale libérale a déposé son dossier. Le 26 décembre, le Bloc républicain a déposé son dossier. Le 28 décembre, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a déposé son dossier. Le 31 décembre, le Force Cori pour un Bénin émergent a déposé son dossier, 31 décembre. Le 9e parti, c'est le Parti de Renouveau démocratique, PRD, a déposé son dossier le 18 janvier. Et enfin, le Parti Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, le dossier a été reçu le 31 janvier dernier. Mais plusieurs irrégularités sont relevées, confie le conférencier. J'ai vu dans le dossier de certains partis des mineurs qui ont participé au Congrès. Or, la loi l'interdit formellement.
il y a au total, si vous faites le point, 12 pièces qui sont obligatoires. Il y a des gens qui ont présenté un casier judiciaire vieux de plus de 3 mois. Or, la loi précisait que le casier judiciaire doit dater de moins de 3 mois, tout au moins à la date de dépôt. La signature de certaines attestations de résidence. Vous voyez un chef de village qui signe l'attestation de résidence pour un citoyen qui habite dans un autre village. En raison donc de ces irrégularités, Sakalafia a dû appliquer les dispositions de l'article 21 de la charte des partis politiques, ce qui fait obligation à l'autorité de procéder à une notification de non-conformité motivée aux partis politiques concernés. Chose qui a été faite, a précisé le ministre, avant d'inviter les responsables des partis politiques à plus de responsabilités. À l'étranger, plus précisément au Nigeria, les électeurs iront aux urnes demain dans le cadre des élections générales. La mission d'observation de la CEDEAO se prépare pour être témoin de cet événement, gage de bonne gouvernance et de démocratie dans l'espace ouest africain. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux au Nigeria, Jérôme Moubo et Alexis Kenom. Nous sommes ici à Abuja, au siège de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ici se réunissent près de 200 observateurs du continent, précisément de l'Afrique de l'Ouest. Ils doivent définir les modalités de leur déploiement dans les 6 régions géopolitiques du Nigeria, le plus grand État ouest-africain qui doit faire ce week-end 2 grandes élections, l'élection présidentielle et l'élection législative. En Afrique comme partout dans le monde, les élections ont toujours donné lieu à des conflits. Et pour faire face à de telles situations, la CEDEAO a initié depuis 2001 d'être plus proactive et plus présente dans les États membres. Cette mission d'observation des élections générales au Nigeria se déroule dans un contexte de sécurité relative. Elle est précédée d'une mission exploratoire préélectorale. Un noyau de 5 membres d'observateurs à long terme a été déployé depuis le 13 janvier 2019 pour observer les différentes phases de préparation du processus électoral devant conduire aux élections du 16 février prochain. Ce noyau a été rejoint le 26 janvier 2019 par 27 autres observateurs à long terme. Ensuite, une réunion d'information a été organisée par la Commission en vue de partager les analyses substantielles et pertinentes sur les problèmes, défis et recommandations en vue d'améliorer le processus. Ainsi, 200 observateurs additifs vont être déployés dans le pays pour être témoins des scrutins de plus de 84 millions d'électeurs. We'll go through this process in the most successful manner. It is with a deep sense of pride that we note that election observation has become a norm and a part and parcel of the democratic process in our region. And indeed, the democratic values that underpin our regional organization. Your task as election observers is very essential. Malgré la présence du groupe terroriste Boko Haram, les observateurs affichent une détermination sans pareille pour cette mission dans l'espace ouest africain. La résilience humaine face au terrorisme ne résiste à rien du tout par rapport à la détermination des terroristes. Oui, nous pouvons. Candidat à sa propre succession, le président Muhammadu Buhari a pour principal challenger Atiku Abubakar.
Comme vous pouvez le constater ici, dans la salle de conférence de la CEDEAO à Abuja, les observateurs à long terme entretiennent leur pair sur les attitudes, les comportements à adopter sur le terrain afin que la mission d'observation au Nigeria soit une réussite totale, gage de bonne gouvernance et de démocratie en Afrique de l'Ouest. Retour au pays, dans le cadre de la construction du contournement nord de Cotonou, des agents de l'État impliqués dans la réalisation du projet viennent de suivre une formation sur la conception et la mise en œuvre de ce type de projet. C'est le transfert de compétences du projet qui est ainsi mis en œuvre. Ghislain Boguet. On a été satisfait, totalement satisfait. Après 10 jours de formation, les cadres béninois qui interviennent dans le projet de construction du contournement nord de Cotonou reçoivent leur parchemin. Plusieurs modules ont meublé cette session de formation. La géotechnique routière, les chaussées, les ouvrages d'art. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, à la cérémonie de clôture, se félicite de la mise en œuvre de la volonté du chef de l'État en matière de transfert de compétences. Les participants se disent satisfaits de la formation suivie. Mission de supervision des chantiers du Payavo à Promisérité à Zonwicher. Le ministre en charge des questions agricoles a effectué cette semaine une descente sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution de divers chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet. Arrivé au constat, Gaston Dossoui a obtenu l'engagement ferme des entreprises en charge des travaux pour plus de célérité dans l'exécution du Payavo, le projet d'appui aux infrastructures agricoles pour la valorisation de la vallée de Lembe. Plus de détails dans ce reportage de Renaud Capou et de Bénédicte Poisson. La piste Katagon-Zumbomé a été le premier point de chute du ministre Gaston Dossoui dans la vallée de Lembe. Distante d'environ 7 km, cette voie de desserte se présente comme un couloir important pour l'acheminement de la production agricole à travers la commune d'Akro-Misérité. Les travaux confiés à l'entreprise Seco BTP n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière et arrivé au constat, la réaction du ministre Gaston Dossoui n'a pas tardé. Vous êtes à 4% à ce jour, ici là. Pourquoi? Vous n'avez pas suffisamment d'engins? Tous les travaux de terrassement, à part le rechargement, sont terminés. Et il faut faire le gerbage qui est en cours actuellement. Donc dès que c'est fini, nous allons recharger la voie. Il y a un problème de délai et il y a un problème de niveau de consommation des ressources. Chaque fois que nous procédons à des décaissements, nous, on avance. Mais nous ne pouvons pas décaisser par sympathie. À partir de 15 mars, on doit s'attendre au début de la saison de pluie, ici. Je vous rappelle ça simplement. À chaque ouvrage agricole, son lot de fortune. Sur la dite piste d'Azawlissé, les ouvriers sont à la tâche. À terme, c'est l'ensemble de ce périmètre agricole au cœur de la vallée qui va opérer sa mue. La vallée de Lembe, on en parle, mais on n'ose pas l'attaquer de front. À travers le Payavo, nous avons décidé de l'attaquer de front. D'abord, permettre aux bassins de production d'être désenclavés. Pour les désenclaver, il faut avant tout avoir des dites pistes, c'est-à-dire des routes dans ce bas-fond-là qui résistent à la montée de l'eau. Quel que soit le niveau de l'eau, nous devons passer en toute saison. Dans cette vallée, on a identifié 42 km. Mais je vais m'assurer que l'entreprise a une planification rigoureuse qui nous permettrait de faire les 24 ouvrages avant que l'eau ne monte. Aménagement hydro-agricole, pistes et infrastructures marchandes, les réalisations du Payavo changent le décor de façon substantielle à Azawlissé et même au-delà pour le plus grand bonheur des populations. Sur le terrain, il y a un bloc de boutique ici qui est en construction. Il y a 2 autres qui sont en construction après la guérite là aussi. Ici, les travaux de réhabilitation du plus grand marché suscitent un réel espoir au sein des communautés à la base. C'est un travail impeccable. Bientôt, on va s'installer dans le nouveau marché. C'est une grande joie qui m'anime en ce moment. Le marché était ici avant la naissance de mon père. Après sa réhabilitation, nous allons l'intégrer. Ce travail rehausse l'image du village d'Azawlissé. C'est l'œuvre du chef de l'État. Nous nous en félicitons. Étalé sur 6 ans,
Le projet d'appui aux infrastructures agricoles pour la valorisation de la vallée de Lomé pose les jalons pour l'aménagement de 5000 hectares de terres fertiles. C'est un projet d'appui du gouvernement du Bénin, financé par la Banque africaine de développement. 35 milliards de francs CFA, 32 milliards financés par la Banque africaine de développement, le gouvernement du Bénin 3 milliards et puis les bénéficiaires aussi apportent leur contribution. C'est une approche filière intégrale. Nous avons 3 filières à promouvoir, 3 filières majeures, le riz, les cultures maraîchères et le maïs. Tout au long de cette mission de supervision, le ministre en charge des questions agricoles a apprécié l'état d'avancement des chantiers. Il vaut mieux voir une fois que d'entendre parler de cela 100 fois. Je vais aller voir. Je ne crois qu'à ce que je touche. Là où c'est bon, on encourage. Là où ce n'est pas bon, on va discuter des modalités de correction pour que cette saison ne soit pas une saison morte pour nous. 2019, c'est sans répit. Il faut réaliser les objectifs. Et je pense que nous irons loin, très loin. Conçu pour booster le fort potentiel agricole dont dispose la vallée de Lomé, le Payavo se révèle comme l'un des projets phares pour la mise en place d'infrastructures de désenclavement, de commercialisation et de stockage. Alors, comment parvenir à une bonne gestion des déchets produits dans l'espace UEMOA? La question était au cœur d'un atelier de sensibilisation qui a lancé ses travaux à Cotonou. Ensemble avec les partenaires financiers, les cadres techniques du domaine vont trouver des solutions pour que la gestion de ces déchets n'entrave pas le développement. Chez Dansou, Ernest Itego. La gestion durable des déchets présente des avantages d'ordre économique, social et sanitaire. Dans l'espace UEMOA, la croissance rapide, la forte urbanisation et les activités économiques en pleine expansion engendrent des difficultés dans la gestion et la prise en charge des déchets produits. La prolifération des différents déchets, le type de déchets, couplés aux difficultés de collecte après usage, entraîne l'insalubrité et les questions de santé qui découlent de cela. Malheureusement, ces modes de destruction qui sont utilisés au niveau des ménages, notamment la question de l'enfouissement, ne règle pas les problèmes. Il les déplace et engendre d'ailleurs des conséquences plus gênantes, plus difficiles à gérer par la suite, attaquant ainsi la nappe phréatique et des conséquences sur la qualité de l'eau que les populations consomment. Ces déchets concourent donc à la dégradation du cadre de vie, d'où la nécessité d'arrêter les mauvaises pratiques. Les déchets les plus produits dans nos pays sont les déchets solides ménagers, les déchets plastiques, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets biomédicaux, etc. La prolifération de ces déchets, couplée aux difficultés de leur collecte, entraîne l'insalubrité, la dégradation du cadre de vie et met en péril la santé humaine. Le projet vise donc à contribuer à une bonne gestion des déchets produits dans les différents pays de l'UEMOA. Revue annuelle du plan de travail annuel du ministère de l'Énergie. Sur une note de satisfaction, les directeurs généraux et techniques ont reçu la lettre d'évaluation pour le compte de l'année 2018. Occasion également pour le ministre Donald Jean-Claude Oussou de lancer le budget de gestion 2019. Rebecca Keliaoundé, ou c'est cela, Meilleur élève en termes de performance pour le compte de l'année 2018. La SBEE, première structure de distribution d'énergie électrique au Bénin, ravit la vedette aux autres structures de son ministère de tutelle. Des résultats qui sont rendus publics ici, au cours de la revue annuelle du plan de travail, exercice 2018. C'est un effort de tous les jours, c'est un effort de tous les collaborateurs, c'est une motivation groupée. Cette performance, ce n'est pas du ressort seul du directeur général de la SBE, mais c'est plutôt la déclinaison de tous les objectifs de performance qui ont été inscrits dans la lettre de mission du directeur général
qui ont été transcrits dans les objectifs aux collaborateurs. Et il y a une cellule suivi-évaluation au sein de la SBE. Et d'ailleurs, je félicite au passage les membres de cette cellule et le responsable de cette cellule. Les activités programmées dans le plan de travail annuel du ministère ont été exécutées physiquement à hauteur de 82% pour un niveau de décaissement de 78%. Bilan plutôt satisfaisant selon le ministre de l'Énergie. La base des performances de notre ministère ainsi obtenue est imputable donc à ce que je peux appeler une performance satisfaisante de la plupart des responsables de structures. On peut noter que par rapport à 2017, la moyenne a augmenté. C'est un signe de performance. En même temps, les écarts se sont réduits. C'est aussi une marque de performance. Je voudrais particulièrement féliciter ceux que je peux appeler tête de file des performances donc de l'exercice 2019, que sont donc dans l'ordre la SBE, la DPP et la DAF. Des avancées significatives et pour le lancement du budget 2019, les attentes sont multiples. Au thème donc de cette gestion budgétaire, il est attendu de nous, premièrement, l'achèvement des travaux de construction et de la mise en service de la centrale 120 MW de Maria-Gleta. Deuxièmement, la clôture financière qui est actuellement en cours pour le lancement au deuxième semestre, et j'y crois fermement, d'une deuxième centrale de 120 MW, autre encore, associée à la centrale de 20 MW de Genesis, qui va révolutionner définitivement le secteur énergétique de notre pays. De nouveaux engagements ont été pris par ces directeurs généraux et techniques. Ils promettent de mieux jouer leur partition dans la distribution de l'énergie électrique et dans l'atteinte des objectifs fixés dans le nouveau plan annuel de travail. Une délégation d'officiers supérieurs conduite par le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendue au Mali. La délégation était en visite administrative dans la compagnie béninoise motorisée déployée sur place au Mali sous l'égide des Nations Unies. Ghislain Poguet pour le récit. Le Bénin a déployé une compagnie mécanisée au sein de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Elle est positionnée à Bamako et à Kidal au nord. De manière périodique, le haut commandement militaire effectue des tournées d'inspection administrative et technique. Il est dans ce cas question de voir comment se comporte le matériel et écouter la troupe sur ses problèmes. Pour ce qui concerne le personnel déployé, ils sont bien appréciés. Le personnel béninois se porte bien, tout se passe très bien sur le terrain. J'ai eu à échanger avec le chef d'état-major de la force qui m'a expliqué qu'il était satisfait du comportement des personnels sur le terrain. J'ai également échangé avec d'autres autorités, notamment le commandant de contingent, qui m'a parlé du comportement des personnels sur le terrain. Du côté du matériel, rien à signaler. Je viens de subir un briefing et ce briefing m'a fait comprendre que le matériel que nous avons déployé sur le terrain répond. La visite est de nature à doper le moral de la troupe, une façon de dire à ces soldats de la paix que chez eux, on pense toujours à eux. Cette visite vient à point nommé parce que ça permet aux soldats déployés ici de savoir qu'ils ne sont pas laissés pour compte, qu'ils sont bien évidemment dans un environnement où il y a un accompagnement derrière. Après entretien, rencontre et réunion, la délégation part de Bamako, les blocs-notes chargés de doléances. Elle promet de s'y pencher avec sérieux et minutie. À l'étranger, au Zimbabwe, l'anxiété des familles des présumées victimes grandit au fil des heures d'attente. Hier, 23 mineurs illégaux étaient encore piégés dans 2 mines d'or désaffectées à Kadoma, une ville au centre du pays. Récit de cette tragédie avec Nicanor Corvi. De sources proches de l'administration locale, les chances de retrouver des survivants seraient faibles. Cet accident est dû à une inondation des galeries où se trouvaient les mineurs après la rupture d'un barrage provoquée par les violentes pluies du mardi soir. Il s'agit de mineurs illégaux qui se sont introduits de nuit dans les mines à l'insu des propriétaires. Les autorités zimbabwéennes n'ont pas confirmé l'accident. Pendant ce temps, l'extraction des corps des mineurs présumés morts s'organise avec l'aide de la compagnie Riosim, propriétaire de l'une des 2 mines.
Le sous-sol zimbabwéen fait office de scandale géologique avec la présence de nombreux minerais comme le platine, le diamant, l'or et le cuivre. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30 à Ouachérif pour le JT Soir. Merci et à demain.